Et tout de suite, on se retrouve à la volée avec nos deux invités. Alors, je crois que Régis est parti écouter les oiseaux qui chantent si fort à l'extérieur. J'en profite pour saluer Antoine-Joseph Assaf. Bonjour. Bonjour chère Et Clémence. merci beaucoup d'être avec nous en studio aujourd'hui pour cette discussion qui est vraiment attendue. Je crois qu'il est difficile de parler de ce sujet aujourd'hui de manière intelligente. Vous êtes, je le rappelle, écrivain, philosophe, né au Liban, franco-libanais, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'école navale et de guerre, et auteur notamment, on ne va pas citer tous vos livres, mais là, dans notre sujet, de cet ouvrage, Les racines de l'islam radical, histoire, pensée, géopolitique, aux éditions Erol, et qui a reçu le prix Vauban. Je précise également pour ceux qui s'intéressent que vous allez samedi prochain, donner une conférence intitulée Guerre et paix au Proche-Orient. Donc on est vraiment dans notre sujet. Et ce Oui, sera au cinéma Média 7 qui se trouve où? ça doit être à côté de Dax, là-bas, dans On le va vous pays. redonner exactement les informations pour ceux qui Voilà, c'est sont... le club de Rotary Club, je crois. Oui, exactement. On vous redonnera exactement, chers amis, toutes les informations à la suite. Nous avons Régis de Castelnau avec nous. Rebonjour Régis. Rebonjour Clémence, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Merci Castellan. beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous suivez particulièrement l'actualité également internationale. C'est à ce titre et parce que nous avons fait des émissions ensemble sur ce sujet, sur la Cour pénale internationale, sur la qualification de génocide. Je précise immédiatement que selon vous, il y a aujourd'hui génocide, mais vous dites je prends mes responsabilités. C'est avec tous ces éléments-là que nous avons décidé d'organiser un débat, une discussion en tout cas pour mieux comprendre ce qui se passe sur cette scène. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, peut-être faire un rapide rappel de ce qui s'est passé hier, alors que le conflit israélo-palestinien se fait plus ressentir que jamais. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé le même jour et la même heure qu'elles reconnaîtront mardi prochain l'État palestinien. Trois pays européens donc, qui travaillent de concert à la promotion de l'autorité nationale. Il devrait être rejoint par la Slovénie, qui également a adopté un décret dans ce sens. Je cite le dirigeant espagnol, Pedro Sánchez, seule une solution à deux États permettra la paix, et pour y arriver, les deux parties doivent s'asseoir à égalité de conditions. Le temps est venu de passer des paroles aux actes, de dire aux millions de Palestiniens qui souffrent que nous sommes avec eux et qu'il y a un espoir. Évidemment, on a profité pour réitérer sa condamnation du Hamas. Il l'a défini comme un groupe terroriste qui n'a pas sa place dans l'avenir de la Palestine. Ça fait donc aujourd'hui 146 pays sur les 193 membres de l'ONU qui ont reconnu l'État palestinien. Israël a annoncé mercredi le rappel, donc hier, le rappel pour consultation de ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Et je rappelle l'actualité un petit peu plus éloignée, mais tout de même très récente, de cette Cour pénale internationale, de son procureur qui ont donc déclaré avoir requis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense d'Israël Yoav Gallant pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité présumés. Donc dans cette bande de Gaza, Israël et Américains ont annoncé vouloir sanctionner la CPI. La France a affirmé soutenir la décision de cette Cour pénale internationale. Et ça fait évidemment grand débat en France. Je vous propose d'écouter, avant de vous donner la parole, Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, qui était au Sénat hier et qui a reproché au Quai d'Orsay ce communiqué de soutien à la Cour pénale internationale. Écoutez son intervention. Monsieur Carucci. Monsieur le ministre, à force d'en même temps, plus personne ne vous entend. À l'ONU, alors c'est vrai que cette organisation, le machin, comme disait De Gaulle, a beaucoup évolué. Il y a un comité des droits de l'homme présidé par l'Iran, un comité des droits de la femme présidé par l'Arabie Saoudite, un comité de décolonisation dont le rapporteur est le représentant de la Syrie de Bachar el-Assad, ce comité qui demande régulièrement d'ailleurs l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Le secrétaire général a demandé une minute de silence pour le boucher de Téhéran. Ma foi, l'ambassadeur de France y a participé volontiers, visiblement. Vous dites qu'au niveau protocolaire, on a présenté les condoléances de la France. Franchement, il y a des messages qu'on entend plus ou moins. Que pensent les femmes iraniennes? Que pense l'opposition démocratique iranienne? Que pensent tous ces jeunes Iraniens de ce que vous faites? Voilà. Alors, peut-être rapidement, vous redonnez la parole, Régis, pour que vous réaffirmiez vos positions, notamment par rapport à la Cour pénale internationale. Et ensuite, Antoine Assaf, qui revient du terrain en plus. Vous y étiez il y a peu de temps autour de la bande de Gaza.
plutôt vers le sud du Liban. Oui. Oui, vers le sud Liban. J'ai tenté, mais tout est fermé. Vous allez nous raconter et donc donner aussi évidemment votre point de vue. Je vous écoute, Régis. Alors, je voudrais commencer par dire quel est mon lieu d'énonciation. J'aime bien cette expression. D'où est-ce que je parle? Parce que, bon, malheureusement, sur ce plateau, je suis le plus âgé, nettement d'ailleurs. J'ai eu une vie professionnelle avec de forts engagements internationaux. Monsieur Assaf, mon premier voyage au Liban, c'était en 1969. Enfin, j'avais fait le tour du Moyen-Orient à l'époque. C'était 2 ans après la guerre des 6 jours et c'était quelques mois ou quelques semaines après l'attaque de l'aéroport de Beyrouth, qui a eu beaucoup de conséquences par la suite. Il y avait encore la place des canons. Alors, ceux qui connaissent le Liban ou qui l'ont connu, ça leur dira quelque chose. Donc, j'ai eu ensuite des responsabilités dans des structures internationales. J'ai pas mal travaillé sur les questions du Moyen-Orient. J'ai même été sur certaines affaires en France, l'avocat de l'OLP. Par exemple, l'avocat de la veuve de Mahmoud Hamshari, qui était un représentant de l'OLP à Paris, qui a été assassiné par le Mossad. Et donc, j'ai eu une certaine expérience de tout ça. Bon, aujourd'hui, mon approche du conflit, elle est double. Premièrement, il y a la dimension, je vais dire, humaine, qui m'amène à considérer que il faut que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui cesse le plus rapidement possible. Deuxièmement, c'est mon approche juridique. Alors, sur la question de la qualification de génocide, alors tout ça est assez technique, mais je dis bien que c'est une qualification juridique, ça n'est pas une qualification judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une définition en droit international du génocide, c'est les conventions de 48. Le crime de génocide est une des infractions de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais moi, mon approche, ma définition, elle est de dire que les conditions de la Convention de 1948 sont réunies. Les conditions matérielles, et les conditions, ce qu'on appelle l'élément moral, c'est-à-dire les conditions intentionnelles. Mais c'est bien évidemment aujourd'hui l'objet d'un débat. Mais lorsque j'ai pris mes positions à ce sujet, en essayant de clarifier, ce qui n'est pas facile, et je viens d'entendre ce que disait M. Carucci hier, c'est pas facile d'aboutir à des clarifications dans un débat politique, des clarifications juridiques, que le droit ait sa place dans un débat politique ultra passionnel, extrêmement passionnel et extrêmement important aujourd'hui dans la situation géostratégique mondiale. Voilà, c'était le petit préalable que je voulais faire concernant d'abord mon histoire et mon intérêt, mais qui est une expérience qui n'a rien à voir avec celle de M. Assaf. Aujourd'hui, mon approche technique du problème et qui explique mes interventions dans le champ du débat à une place assez modeste. Antoine Assaf. J'aime bien la date que M. de Castellane a citée en arrivant en 1969 au Liban. C'est là où se crée le paradoxe stratégique et juridique de toute l'histoire, aussi bien de la guerre du Liban que de la guerre de la Palestine et d'Israël. Que s'est-il passé en 69? Les accords du Caire ont été signés et qui donnent le droit à M. Arafat, sur le sol libanais et dans les camps des réfugiés palestiniens, de se défendre contre Israël, et surtout l'aviation israélienne. Ce qui a permis à M. Arafat d'apporter des armes lourdes. Et ça a provoqué la guerre du Liban, plus de 250 000 morts pour la cause palestinienne. La Jordanie en 70, même chose. Il s'est armé pour prendre presque tout le pays. Et c'est Sharon qui a aidé, le général Sharon, qui a aidé le roi à l'époque de gagner la guerre contre Arafat. Après, il a dit on aurait dû laisser les Palestiniens prendre la Jordanie. Mais aujourd'hui, la Jordanie est à 85% palestinienne. Aujourd'hui, le Liban, il a plus de 500 000 réfugiés palestiniens qui sont là depuis 70 ans, n'est-ce pas? Et vous avez Gaza,
le droit de donner à cette résistance, de s'armer, des milliards de dollars du Qatar, a permis à cette milice de Gaza... À part de 69 aussi je compare à Oui. 69, 75, et j'arrive à Gaza et toutes les guerres 2004, 6, 9, et jusqu'à atteindre la dernière qui confronte des massacres, celui des kibboutz d'Israël, jusqu'à 1500 morts, et la réponse d'Israël qui est exagérée, qui atteint 30 000 morts. Mais il faut voir que derrière cela, il y a des stratégies irrationnelles, celles de ces milices qui veulent, comme Arafat, libérer le territoire occupé de la Palestine et qui est l'État d'Israël, ne pas le reconnaître et ne pas partir vers une véritable négociation politique et diplomatique et cesser de sacrifier leur peuple pour leur cause. La preuve, les dernières vraiment, je dirais les souffrances du peuple de Hamas et du peuple de Gaza, c'est de dire à cette milice, vous avez voulu libérer des prisonniers des prisons israéliennes, et vous avez tué 1500 Israéliens, et vous avez sacrifié 30 000 du peuple palestinien pour libérer quelques centaines de prisonniers du même peuple. Il y a une irrationalité totale qui est basée d'un côté sur un droit qu'on donne à ce peuple de se défendre lui-même et d'avoir un État que j'approuve personnellement, et de l'autre la manière dont ces milliards de dollars, dans ces milices irrationnelles, créent un État sans aucune infrastructure réelle de transport, d'hôpitaux, mais vous avez bien vu ce qu'on a découvert à Gaza, que des tunnels de guerre, etc. Ça dessert leur cause. Voilà. Donc pour vous entendre et comme mettre des noms sur ce que vous dites, quand vous parlez de milices irrationnelles qui portent ces stratégies irrationnelles, vous parlez du Hamas et du Hezbollah. Bien sûr, et surtout qu'on a découvert aujourd'hui que l'Iran n'était pas prête à entrer en guerre pour défendre ces deux milices. Elle a prévenu Israël pour envoyer des missiles, et tout simplement parce que la stratégie iranienne va de plus en plus vers une reconnaissance mondiale pour qu'ils puissent avoir le nucléaire, comme le Pakistan, comme l'Inde, et être reconnus comme un pays rationnel et non pas un État voyou, un rogue state. Et j'ai aussi entendu dans votre propos que finalement, ces milices irrationnelles, et notamment le Hamas, étaient responsables finalement indirectement des 30 000 morts. C'est-à-dire, c'est leur peuple qui leur dit, vous voulez libérer des prisonniers, ils en ont libéré à peine une centaine. Vous attaquez des kibboutz, prenez des soldats. La guerre du Liban en 2006, ce sont quelques soldats. Gérard Shalit, le soldat israélien, en a libéré des centaines en face. Ils ont pris des enfants, des mères de famille. On a beau dire qu'il y avait un petit complot, que Netanyahou a favorisé Hamas. Bien sûr, il a voulu diviser Hamas avec Abbas. Oui. Et en divisant Hamas-Abbas, il le paye cher. La preuve, le centre israélien, la politique du centre aujourd'hui, Benny Gantz et tout le reste, ils veulent le départ de Netanyahou qui joue un jeu dangereux avec l'extrême droite, qui, eux, bien sûr, veulent Israël du Nil à l'Euphrate. Vous imaginez le grand Israël. Mais Netanyahou est coincé. Il doit aller jusqu'au bout de sa guerre, et je souhaite quand même, je ne le souhaite pas pour le Liban, au fond de moi, que l'été soit une guerre contre le Hezbollah, parce que ça va être la destruction du sud Liban et même plus. Même l'aéroport, monsieur de Castellane, sera de nouveau bombardé. Mais n'empêche, l'extrême droite est en train de convaincre tout le monde que si vous ne détruisez pas aussi la milice de Hezbollah, vous ne pourrez pas défendre les villages de Galilée du Nord qui vivent dans les abris. Oui, Régis. Alors bon, beaucoup de désaccords, ce qui ne vous surprendra pas, Clémence. Bon, si vous voulez, moi, je pense que je suis parti à l'origine du processus juridique de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël est illégal. Il est illégal, plan de partage qui était une proposition, déclaration unilatérale d'indépendance, violation du plan de partage, c'est-à-dire que Israël se retrouve immédiatement de 55% qui était prévu dans le plan de partage à 77%. Donc, il y a, au départ, je trouvais qu'elle était faible. Et puis, au fur et à mesure, cet État s'est installé. Il y a eu effectivement une vie internationale qui s'est structurée autour. Je rappelle que tout ça se passait dans un contexte international qui était celui de la guerre froide.
avec tous les enjeux géostratégiques qu'il pouvait y avoir. Par la suite, il y a eu des tentatives, y compris de la part des dirigeants israéliens, essentiellement les travaillistes, de trouver des solutions. On sait ce qui est arrivé au malheureux Rabin, c'est quand même, je veux dire, un Israélien qui l'a assassiné, et les accords d'Oslo n'ont jamais pu être mis en œuvre. Je ne suis pas en train de chercher la responsabilité entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je veux parler d'aujourd'hui. Je vous ai entendu, Monsieur Assaf, dire qu'ils ont attaqué les kibboutz. Alors sur les 1500 morts, je rappelle qu'il y a environ 600 soldats israéliens qui ont été dans une opération de guerre dans le cadre d'une lutte de décolonisation, en tout cas c'est présenté comme tel. Et puis il y a eu une partie aussi des gens qui ont été tués par la riposte israélienne un peu indistincte du fait de la surprise. Bon, donc tout ça, mais votre remarque qui consiste à dire ils ont attaqué les kibboutz, ça m'interpelle parce que je suis en train d'écrire un article justement sur ce qui me semble être une illusion. C'est-à-dire cette idée, et on le voit avec Charles Anderlin, qui est quelqu'un pour lequel j'ai le plus profond respect, d'autres encore, Madame Eva Illouz ou autres, qui sont blessés parce qu'ils sont pour la paix et ils disent on nous a attaqués aussi. Le problème, c'est que pour les Palestiniens, je veux dire, aujourd'hui, le camp de la paix ne pèse rien. Lorsque le principal partisan opposant à Netanyahou aujourd'hui, Lapid, vient dire, quand on lui parle, et c'est fondamental, lorsqu'on lui parle de la Cisjordanie, et de la distribution des armes aux colons, 24 000 armes de guerre qui ont été distribuées aux colons. Avant le 7 octobre, 430 morts en Cisjordanie depuis le 1er janvier 2023. Depuis, il y en a plus de 500. Donc, on a, par exemple, là, on a un problème extrêmement important et Lapid répond, le représentant de l'opposition israélienne répond, mais c'est notre terre biblique. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quand même un problème tout à fait considérable, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement, et vous avez décrit les enjeux stratégiques, les enjeux financiers, le rôle de l'Occident dans cette région du monde. Donc tout ça joue, mais on est quand même à un moment obligé de s'inscrire dans dans un cadre qui est un cadre juridique. Donc aujourd'hui, toutes les élections depuis 20 ans l'ont démontré, en Israël, toutes les élections depuis 20 ans l'ont démontré. Quand vous parlez de l'extrême droite israélienne, elle est totalement au pouvoir. Vous avez des gens qui sont au pouvoir et une opinion, toutes les études le démontrent, une opinion publique qui soutient. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dire, et vous l'avez noté, lorsque l'on vient dire on reproche aux Palestiniens de dire du fleuve à la mer, en disant, voilà, ils nient l'existence d'Israël, mais Israël non seulement nie l'existence d'un État palestinien, mais le refuse explicitement. Parce que quand je parle, moi, de la qualification juridique, j'insiste, de génocide, je parle de toutes les déclarations, toutes les décisions prises par les dirigeants israéliens, qui sont les dirigeants légitimes de l'État d'Israël. On nous le dit assez souvent, élections, ils ont été amenés au pouvoir par des élections, et on dit la seule démocratie du Proche-Orient. Moi, je trouve ça un petit peu désagréable pour le Liban, où il y a des élections, où il y a eu, malgré les difficultés, un fonctionnement démocratique. Je dirais même peut-être on est autorisé à ne pas aimer M. Erdogan, mais enfin, il y a des élections et il peut être battu, M. Erdogan, dans les élections. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dire il faut un État palestinien, ça relève un peu de l'incantation. Et le Hamas n'emprunte pas la bonne méthode, c'est que pour l'instant, du côté israélien, c'est un refus factuel, c'est un refus même politique de la part de tous ceux qui sont au pouvoir, et il n'y a aucun changement.
qui semble se dessiner dans l'opinion publique israélienne. Parce que franchement, un État palestinien, on le met où? Je veux dire, il faut. Moi, je veux bien. Hein. J'ai toujours dit solution à deux États, mais malheureusement aujourd'hui, comment? Comment la mener? Donc voilà, moi c'était une première réponse sur la réalité d'aujourd'hui. Euh, Mais Régis voulait en venir où? En fait, moi, la question aussi du jour, c'est quel est le rôle de l'Occident, de la France en particulier, puisque nous sommes français. Comment doit-on aujourd'hui se positionner par rapport à ce conflit aussi? Non, c'est tous les problèmes est là. Toutes les nuances qu'a apporté Maître de Castellane, je les approuve, je ne suis pas en désaccord parce qu'il fait un raisonnement juridique qui est très juste. N'empêche, monsieur de Castellane, quand vous regardez l'histoire de ce pays, moi, on va me dire, vous êtes chrétien de Liban, vous vivez mes ancêtres depuis des millénaires. Si vous regardez rapidement l'histoire, depuis le royaume de David, c'est-à-dire vers 1010 avant Jésus-Christ, jusqu'à la création de l'État d'Israël, chaque fois dans cet État, quand Josué est arrivé autour d'Hébron, il occupe cette terre, il y avait les Cananéens, ils ont pris la colline du dieu Salem, le dieu phénicien, et c'est devenu Youra, cité Chalem de la paix. Ils ont occupé les lieux et progressivement, jusqu'à la construction du temple à Salomon, puisque David a été puni par adultère, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour les rois ni pour les hommes politiques, ils y vont allègrement, et il a construit ce temple qui a été détruit sous Cyrus au 6e et qui a été reconstruit sous Hérode. Mais la colline était pour les Juifs puisqu'ils ont gagné la guerre. Mais n'empêche, monsieur de Castellane, les minorités cananéennes, araméennes, ont toujours vécu autour, les Philistins. Je donne une analogie pour les temps modernes. Ils arrivent au début de siècle, mais tout le monde sait que le projet de Rothschild, et même avec les Anglais, est un projet de colonisation. Ces pauvres Arabes palestiniens qui étaient là comme des bergers, ils sont là. Mais depuis quand? Depuis la conquête contre l'Empire byzantin, qui a occupé presque 1000 ans cette colline et la terre, où il a construit des églises, la résurrection des centaines d'églises, et où au 8e siècle, avec le calife Omar, ils ont construit cette mosquée de l'esplanade du Temple, qui est une des mosquées les plus sacrées et qui pose tant de problèmes. Mais quand Israël a gagné la guerre, après celle de 48, après celle de 49, après celle de 56, canal de Suez, quand après ils arrivent en 67, la guerre de 6 jours, et ils prennent l'esplanade du Temple, les deux généraux, Sharon et Moshe Dayan, ont appelé Ben Gurion et Meyerson, la fameuse qu'on appelle Golda Meir, qui est une américaine, on déplace la mosquée vers l'Arabie Saoudite. On ne la détruit pas. Ils ont refusé. C'est-à-dire, ils ont fait ce que aucun victorieux n'a fait avant. Ils n'ont pas occupé toute la colline. Et c'est pourquoi cette extrême droite, monsieur de Castellane, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que cette colline, puisqu'il y a la dimension religieuse, soit le lieu où le troisième temple soit construit. Ils ont même l'architecture. C'est un L autour de la mosquée sans la détruire. Mais progressivement, comme Trump leur a donné toute Jérusalem, comme le Golan est devenu israélien et qu'ils ont un régiment druze d'origine syrienne, des blancs aux bleus qui se battent pour Israël, comme ils ont vu au Liban des alliances chez les chrétiens, l'armée de Liban Sud, où il y a des milliers qui vivent en Israël aujourd'hui, et même des chiites, pas de chrétiens, dirigés par le Jihad, qui sont prêts à revenir se battre contre le chiisme libanais extrémiste de Hezbollah. Quand vous avez un Israël qui est un peu habité par ce qu'ils appellent notre terre biblique, oui, mais la terre publique, en partie, ne peut s'expliquer que par une conquête, une victoire de la guerre. C'est ce qui s'est passé depuis David, avec les Byzantins et avec les musulmans d'Omar et avec Israël. Or, cette mosquée, elle est toujours là, les églises chrétiennes sont toujours là, et les trois religions, quoi qu'on dise, cohabitent. Le Vatican a proposé une cité internationale. Alors, à partir de cette idée de la cité internationale de Jérusalem, un État palestinien peut être conçu. Ou, mais je vous dis modestement, nous avons 30% d'Arabes qui vivent en Israël avec la nationalité israélienne. Les Arabes ont 13 députés au Knesset, farouches, violents, libres de parole, et qui défendent, moi je les ai écoutés parler, mais incroyable. En 82, on a signé la paix, enfin, les accords préliminaires de la paix en Israël. J'y étais, j'ai assisté à l'université. C'est un pays multi-ethnique, Israël. Il y a des Slaves, il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Éthiopiens les dernièrement. C'est eux qui vont proposer cette alliance
avec cette population arabe de plus en plus nombreuse, et on va finir par leur trouver un État. Et sachez que si Trump est élu, après les accords d'Abraham, il va imposer l'État palestinien à ce gouvernement. Netanyahou est en train de vivre sa dernière guerre, monsieur de Castellane. Et au Liban, on ne veut pas de cette guerre sur la terre du Liban avec le Hezbollah, mais n'empêche, le Hezbollah a été trop loin. Et il vient de découvrir, malheureusement pour lui, que les grands Iraniens qui sont emportés par la guerre des anges dans le ciel avec leur hélicoptère, que ces grands mouftis, ces grands imams, ces grands guides spirituels ne sont pas venus à la rescousse de Hamas, ni au Hezbollah, au sud Liban. Mais d'ailleurs, c'est un L'État peu la palestinien va ligne que tient exister. l'Iran depuis longtemps. L'Iran n'a jamais été interventionniste directement. N'a Oui, jamais mais il voulu dit être que en c'est une guerre. stratégie. En fait, c'est une hypocrisie. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient reconnus comme, sous le traité de non-prolifération, la TNP, comme un État rationnel qui ne s'attaque pas à Israël. Oui. Si vous bombardez Israël, comme l'a fait Saddam Hussein avec ses Scuds, plus de 65 Scuds sur la tête de Tel Aviv, il l'a payé cher par sa mort et par la destruction de la meilleure armée arabe qui existait, formée par les Français, les pilotes irakiennes. Donc si l'Iran va s'amuser à attaquer, déclarer la guerre à Israël, vous l'avez bien vu, même la France a défendu Israël. De même que l'Union soviétique, qui a été la première à reconnaître Israël, et les États-Unis. Moi, je crois beaucoup aux accords d'Abraham, et c'est à partir de là qu'on va repartir, à partir de novembre. Je crois que Trump sera élu, parce que Biden, pour le moment, il est dans le vague. S'il est élu, les accords d'Abraham iront jusqu'à l'imposition d'un État palestinien. Vous voulez les frontières? Je donne mon avis personnel. Vous avez la Cisjordanie, et la majorité des Palestiniens de Jordanie, 85%, qui ne se disent pas jordaniens, ils disent palestino-jordaniens. Je suis palestinien, voilà leur formule, et le passeport jordanien est un cadeau du roi. Eh bien, que deviendront les Bédouins alors? Eh bien, ils feront leur État indépendant. Et la Palestine, elle est là, 30% d'Arabes à l'intérieur, plein d'Arabes en Jordanie, en Cisjordanie. Et Gaza, elle va passer par un statut juridique international. Je crois qu'il y aura une force internationale des Nations Unies de Gaza qui va commencer par prendre justement cette terre qui est détruite complètement. Et malheureusement pour les Gazaouites, ils ont été, à cause de cette attaque irrationnelle, au lieu d'aller vers la politique et les négociations, ils ont choisi d'envoyer une milice pour libérer des prisonniers et ça a sacrifié des enfants. Et je suis furieux contre ça. Oui, avant de donner la parole à Régis, peut-être juste une précision. Non, mais moi je voudrais juste avant une précision sur ce que vous avez dit. Vous dites à cause, encore une fois, de cette stratégie irrationnelle, comme si avant tout va bien dans le meilleur des mondes en Israël et puis les Palestiniens avaient le droit de parole, etc. Mais vous l'avez dit vous-même, Benjamin Netanyahou a lui-même poussé le Hamas dans une stratégie du pire sera le mieux pour moi, puisque finalement ils vont s'autodétruire. Que j'ai condamné tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et même plus loin, il faut savoir que quand les Hamas ont pris le pouvoir, ils ont assassiné des membres de leur propre famille, des Palestiniens d'Abbas. Parce qu'Abbas, il ne faut pas oublier, cet homme a fait sa thèse de doctorat en histoire sur la création de l'État d'Israël. Il a apporté les mêmes nuances que M. de Castellane, que je crois être juste. N'empêche, moi, je compare cette mentalité juridique à la mentalité historique un peu épique qui fait que cette terre, c'est toujours le victorieux qui impose sa loi et sa religion. Oui. Et la première fois où on n'a pas imposé cette loi complètement, c'est parce qu'on a eu Ben Gurion et Golda Meir qui sont des socialistes, qui arrivent de l'Est, qui sont blonds aux yeux bleus et qui se retrouvent en face de juifs orientaux, séfarades, qui n'ont pas la meilleure position dans l'État, et de même l'arabe en troisième zone. Ils se retrouvent dire on va vivre ensemble, nous sommes un État laïque. Et n'oubliez pas le mot de Theodor Herzl dans son livre en 1897, que les rabbins restent dans leur synagogue, on veut plus, c'est un État laïque. Aujourd'hui, l'extrême droite n'ira pas trop loin, à mon avis, parce qu'en face d'elle, cette guerre de Hamas, surtout celle du Liban, si elle est déclenchée, elle va aboutir comme la guerre de 67 et comme la guerre égyptienne, quand Sadat a dit, maintenant, vous savez contre qui vous vous battez, vous les Égyptiens, c'est contre les États-Unis. Donc, je ne veux plus détruire l'Égypte en face des États-Unis, on signe la paix. Et moi, je suis pour cette paix pour le Liban et pour tous les pays arabes, parce que ce qui commence avec l'État d'Abraham, n'oubliez pas que c'est l'Arabie saoudite quand même qui a signé cette normalisation.
Les Oui, avions tout à vont de fait. Riyad à Jérusalem. Ça a été annoncé par Trump. On s'est moqué Mhm. de lui, mais il y a eu des avions. Aujourd'hui, les Qataris et le Mossad est partout. Mais écoutons Castellane. Régis de Alors, Castaldo. Oui. écoutez, je vais partir de ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Bon, vous avez une vision un peu épique de l'histoire, y compris avec une dimension religieuse très forte. Alors moi, là-dessus, je suis très à l'aise. Étant athée radical, pas radical, je suis pas militant athée, mais matérialiste, je veux dire ces considérations dans le monde dans lequel nous vivons, où justement il n'y a pas que les trois religions du livre hein, dans le monde. Hein. Il y a d'autres choses, même si elles s'affrontent là aussi. Mais je pense que le droit international, ça a un mérite, et on l'a vu après la Deuxième Guerre mondiale, qui est celui d'organiser les relations dans le monde. Alors, aujourd'hui, lorsque vous dites euh, les accords d'Abraham, je ne vais pas revenir sur toutes les considérations sur 67. Si je vais rappeler que le premier geste qui a été fait, il a été enfin, quand j'entends tout à l'heure Carucci dire De Gaulle parler du machin, mais il oublie ce que De Gaulle dit en septembre 67. J'avais 17 ans, je me rappelle très bien hein, de tout cela. Moi, j'ai le privilège d'avoir vécu sous le président De Gaulle hein, jusqu'à l'âge d'homme. Donc, le problème, c'est que on annexe immédiatement Jérusalem-Est, immédiatement. Ça a été décidé. Ensuite, on annexe le Golan, c'est-à-dire qu'on viole le droit international. On ne peut rien bâtir dans un dispositif qui viole à ce point les règles internationales. Et alors, vous parlez des accords d'Abraham, très bien, et le fait que Trump va être réélu. Alors, ça nous amène là à quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de fondamental. La création de l'État d'Israël est le fruit d'une démarche politique essentielle de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'au moment où l'État-nation territorial est devenu la forme la plus puissante en Europe, et pas seulement en Europe d'ailleurs, hein, où ces pays, unification de l'Italie, unification de l'Allemagne, la France c'était depuis plus longtemps, hein, on a dit aux Juifs, on va faire des États-nations territoriaux, mais sans vous. Alors, je schématise, hein, réponse d'Herzl, très bien, on va faire l'État des Juifs, État-nation territorial comme les autres, et on va faire l'État des Juifs. Donc c'est un projet qui est un projet, au départ, un projet occidental. Très bien. Il se déroule, je ne vais pas revenir sur les 100 ans, mais aujourd'hui, c'est le problème que vit Israël, entre autres, c'est que c'est un morceau d'Occident, c'est un fait colonial, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale enclenche le processus de décolonisation mondiale et à contre-cycle historique, on a la création d'un État colonial, un État colonial de peuplement à ce moment-là, avec un grand remplacement, donc, puisqu'il paraît que ce mot est à la mode, et donc on se retrouve avec l'existence d'une structure qui est une structure essentiellement occidentale. Il suffit de voir comment cette société fonctionne, etc. C'est pour ça que quand j'entends, moi, ce qui serait conforme à mes voeux, peut-être pour sortir, hein, pour trouver des solutions, ce serait l'État binational, mais j'y crois pas trop. Bon, donc toujours est-il que s'il n'y a plus la structuration occidentale de l'État d'Israël, quand je dis la protection occidentale de l'État d'Israël, je pense que l'État d'Israël est menacé, sinon très menacé. Or, quelle est la situation aujourd'hui? On est en train de tourner la page. Alors, je ne vais pas remonter à la Bible, mais je vais remonter à la Renaissance. Oui. On est en train de tourner la page d'un cycle de 5 siècles de la domination occidentale qui a organisé le monde, qui a imposé un certain nombre de choses dans une histoire tumultueuse. Et aujourd'hui, cette page est en train de se tourner. Cette page est en train de se tourner, on peut le déplorer, moi je le constate. Moi je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un ami d'origine israélienne, c'est un ami très proche qui a l'accent hébreu. Il parle français, il est devenu français, mais il a l'accent hébreu, et qui me disait, mais tu sais, Israël,
il s'inscrit dans un ordre mondial, et cet ordre mondial dominé par les Américains est là pour longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je souscrivais à cette analyse. Je pense que c'est aujourd'hui terminé. Je pense que cette phase est terminée, qu'aujourd'hui le monde unipolaire dominé par les États-Unis est en train je D'être vais dire renversé ou d'être non, 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 contesté. non, non, Oui. il est en déclin. Mm. Et on va vers un ordre international, alors dont je ne sais pas ce qui sera exactement, qui va être différent. Ou Si multipolaire, ouais. multipolaire, oui, oui, mais je ne sais pas comment il va être organisé. Mm. L'Arabie Saoudite, c'est très intéressant, mais bien sûr qu'elle était partie prenante des accords d'Abraham, moyennant quoi elle a adhéré aux BRICS, moyennant quoi avec la Russie et la Chine, elle ne commerce plus avec le pétrodollar, avec ses dollars, elle commerce dans les monnaies nationales, elle est en train de prendre ses distances, il y a un certain nombre de mutations considérables qui sont en train de se produire, et le problème d'Israël, et je pense qu'Israël, sa survie passe justement par cette adaptation à ces changements, à ce qui est en train de se produire. Et malheureusement, je pense qu'il n'en prend pas le chemin. Vous savez, quand... Quelle serait cette adaptation, juste Régis, pour finir votre propos avant de oula, redonner oula, la oula, ma parole pauvre. à Antonin Ouh là Assaf? là là, moi je peux pas. Non, non, c'est bon. Attendez, on a un problème avec votre réseau. Je ne sais pas si ça va se régler. En attendant, je me tourne vers Antonin Assaf. Vous avez entendu en tout cas ce que dit Régis de Castelnau. L'État d'Israël aujourd'hui est protégé, structuré par cette structure occidentale et notamment américaine. Et aujourd'hui, comme la structure est en train d'être modifiée, finalement, Israël est en danger. Oui, mais cette structure occidentale, elle a plusieurs racines. Si M. de Castelnau m'entend, je répondrai en première racine importante, ce qu'on appelle les trois religions monothéistes, c'est-à-dire la juive, la chrétienne par ordre d'apparition, et puis l'islamique. Elle tourne autour de la reconnaissance d'un Dieu pour s'attaquer au polythéisme. Là, je réutilise le mot de la stratégie de Hamas irrationnelle qui divisait les forces, etc. Et le monothéisme, croire en un seul Dieu, créateur du monde, du ciel et de la terre, en d'autres termes, la Genèse, ou comme disent les rabbins, le Bereshit, ce qui commence en tête, puisque Rach c'est la tête, et dans notre esprit, a transformé toute l'humanité et toutes les autres civilisations. Certes, aujourd'hui, nous avons des athées qui ne veulent pas croire à cela, nous les respectons, ils peuvent réfléchir, ils peuvent être très intelligents, mais il leur manque une dimension par rapport à ceux qui croient. De même que les bouddhistes, les confucéens, etc. Vous avez des spiritualités ancestrales qui tournent autour. N'empêche, cette religion monothéiste, partant du judaïsme, et que le chrétien a repris après la révélation christique, d'ailleurs, qui achève le judaïsme pour lui, puisque le Messie, le Jésus de Nazareth qui a vécu sous Ponce Pilate, c'est-à-dire la terre d'Israël, occupée par l'armée romaine, et qui faisait subir aux Juifs résistants de l'époque, les Zélotes, la même chose qu'aujourd'hui la puissante armée d'Israël fait subir à ceux qui s'attaquent à elle, qu'elle accuse non pas de zélotes, mais de terroristes, parce qu'elle fait une guerre contre les terrorismes. Et à partir de là, j'aimerais bien dire à M. Castelnau, la religion monothéiste, surtout la judaïque qui, par le christianisme, a vu arriver ce qu'on appelle la promesse messianique réalisée, elle a transformé le monde. L'Orient, en transformant Jérusalem et presque la destruction de l'ancien ordre et la synagogue qui a éclaté, et le début de la christianisation de la côte phénicienne, Liban, puis la Grèce, l'Italie, jusqu'à arriver à Rome. Et quand Rome est née, quand Rome est passée de païenne, polythéiste à chrétienne, c'est là où la puissance européenne est née. Oui. Et à partir de là, on peut dire que la religion, elle a un rôle dans les valeurs qu'elle a transmises à l'homme et dans des valeurs dont vous héritez, monsieur de Castelnau, parce que vous avez une pensée juridique, vous avez une pensée philosophique. Nous héritons, même l'athéisme que vous décrivez, dont vous vous réclamez, a justement été un des héritages pour vous donner la liberté d'esprit. Si vous étiez athée sous l'Olympe, vous seriez décapité ou tué. Platon et Aristote étaient athées parce qu'ils croyaient qu'on a un seul Dieu puissance. Et à partir de là, le monde, l'Europe est devenue une grande puissance. Et là, je passe à la deuxième. L'Occident, aujourd'hui, par la puissance américaine,
à mon avis, ne passera pas comme ça d'un seul coup. Monsieur Todd annonçait la fin de l'Occident depuis 50 ans. On peut dire même un siècle. Je crois que la puissance américaine aujourd'hui, qui est une puissance aussi religieuse, on l'appelle WASP, White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire d'une certaine façon fondée sur une foi. Il y a 60 millions de catholiques aux États-Unis, mais une foi monothéiste. Et c'est pourquoi les États-Unis, telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'a rien à craindre de ce qui se passe avec les formations indiennes, le monde bilatéral. Ce n'est pas la fin de l'Occident. Au contraire, à mon avis, il va y avoir, au lieu du mot fin péjoratif, un couronnement. Et cette terre d'Israël et le Liban, les terres où aujourd'hui il n'y a pas de laïcité, où les gens disent je suis chrétien du Liban, je suis juif d'Israël, je suis musulman sunnite de l'Arabie Saoudite, je suis chiite d'Iran, etc., où ils affirment leur entité religieuse et par là leurs valeurs, en face de qui? En face d'États laïques qui disent fraternité, égalité, etc. Voilà, nous sommes valeurs et qui vont jusqu'à même considérer la laïcité et l'athéisme, comme l'a fait Lénine, comme une religion. Je dirais, ça va dominer, et je conclus sur ce point. La puissance américaine aujourd'hui, elle est telle que même Poutine a dit dans un de ses discours fleuve, il n'y a qu'une seule puissance, grande puissance dans le monde, c'est la puissance des États-Unis. Parce qu'il sait que chaque flotte russe en face d'elle, elle a une puissance 3000 fois plus puissante. Chaque frégate peut être attaquée par 3 missiles, c'est vous donner une norme stratégique. Donc, il sait très bien comment équilibrer avec les États-Unis, et même dans la conquête de l'Est, c'est un autre débat, et la conquête de l'Ukraine, il sait là où il va s'arrêter quand Trump arrivera, et la négociation des 20% occupés. L'Occident tel qu'il a été de l'héritage du christianisme et de ses valeurs, a donné une grande puissance qui a dérapé dans ses empires, mais qui, quand même, par son âme missionnaire, a diffusé dans le monde les valeurs nécessaires pour que l'homme devienne encore plus supérieur à une bête et est une raison supérieure pour préférer la paix à la guerre. D'où l'ONU et la Société des Nations. Bergson disait, on l'a chargé d'aller vers la Société des Nations. Il a dit, mais vous mettez la charrue avant les bœufs, attention, la paix sera toujours un projet à réaliser. Mais là, est-ce que vous ne parlez pas d'une Amérique et d'un Occident qui n'existe déjà plus? Vous parlez des valeurs et de la culture chrétienne et protestante pour les Américains, mais aujourd'hui, d'ailleurs, et vous citiez Emmanuel Todd, lui-même parle de nihilisme. Et c'est la nouvelle religion, le nihilisme des Américains. C'est un nihilisme. Le nihilisme est, je dirais, une religion sans fruit. Mais le christianisme est une religion qui a transformé l'humanité. Bien sûr. À tel point que... Mais là, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si, le christianisme ne mourra pas. Et ce que le Christ, pour un chrétien, a déjà établi dans l'histoire, déjà c'est la fin de l'histoire. Après, on ne fait que compter après lui. Et on ne compte. Maintenant, oui, alors là, vous êtes nos dans frères... une temporalité, mais oui. Non, on compte après Jésus-Christ, non? Oui. Bon, très bien, ça a une signification. J'ai beaucoup de respect pour les athées parce qu'ils montrent une volonté de résistance par la rationalité. Et pour les musulmans qui ne reconnaissent pas la divinité du Christ, pour les juifs qui ne reconnaissent pas dans le Christ le Messie attendu, le dialogue religieux, c'est à ce niveau que je veux porter la guerre, moi. C'est la guerre spirituelle qui m'intéresse. Et c'est pourquoi le Liban, que M. de Castelnau a parlé du Liban de son régime tourne autour de cela. C'est une démocratie communautaire. On donne à chaque chrétien, musulman, sunnite et chiite et même druze une place, présidence, etc. Et pour qu'on passe à la vraie guerre, à la vraie guerre spirituelle. Moi, je veux la paix avec Israël pour qu'on passe à la vraie guerre spirituelle. Restons un tout petit peu sur la guerre spirituelle. Pourquoi pas économique. Vous, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et qu'on vous comprenne, et ensuite je voudrais bien qu'on parle du rôle de la France là-dedans, et ce sera notre dernier point. Finalement, vous êtes pour une alliance avec Israël, que le Liban soutienne Israël, pour contrer un chiisme extrémiste, c'est ça? Je ne parle pas du thème alliance. Israël n'a pas besoin de Liban, d'une alliance pour contrer le chiisme. Ils le feront seuls. Regardez les porte-avions américains, tout ce qu'ils ont pu faire quand l'Iran a osé faire semblant de faire la guerre. Non, vous avez la plus grande puissance du monde et Poutine sait quelle est cette puissance. Qu'on arrête de dire que l'Amérique va disparaître. Vous ne pouvez pas imaginer le budget de la défense, tout ce que l'Amérique peut faire dans le monde. Mais là, en face de cette question, il faut une paix réaliste. C'est-à-dire, en 82, on a essayé avec Bachir Gemayel, qui, le pauvre, a voulu ajourner la paix et il a été assassiné. Et d'ailleurs, après cela, l'Égypte, regardez, elle est
en situation de paix avec Israël. Elle ne fait pas la guerre. Tous les pays arabes les plus grands, sauf l'Irak qu'on a détruit, et ils n'arrivent pas à créer une unité des millions d'Arabes en face de cet État qui fait à peine 4 millions et demi. Comment se fait-il qu'il arrive à résister? Un État presque occidental par ses racines. Le Liban a voulu cette normalisation avec Israël, et d'ailleurs ils ont reconnu les frontières maritimes, même le Hezbollah a signé l'accord, donc il a reconnu l'existence de l'État juridique Israël. Et on attend les signatures de l'accord terrestre. Israël demande 30% d'éloignement des frontières vers le fleuve Litani pour qu'elle puisse protéger ces villages du nord de Galilée. Et le Hezbollah, s'il accepte, le problème est résolu, il n'y aura pas de guerre, et je le souhaite pour tout le monde. C'est la résolution qu'on appelle 1701 pour permettre à M. de Castelnau de parler juridiquement sur ce point. Alors, Régis, et ensuite une phrase chacun quand même sur le rôle de la France aujourd'hui. Alors, simplement, Monsieur Assaf, je ne prends pas ça mal, mais il rêve un peu quand même. Bon, quand j'entends je rêve avec intelligence et connaissant la finalité des choses. Je ne le conteste pas, mais aimant la paix. Sur la situation des États-Unis, les porte-avions américains, vous avez une poignée de Houthis avec des missiles pas chers, qui bloquent la mer Rouge. Moi, je veux bien qu'ils soient si puissants que ça, j'y crois pas. Le budget ne veut rien dire. C'est un outil qui permet de faire fonctionner le blob, le Pentagone et le complexe militaro-industriel. Les États-Unis sont très malades. Ça, c'est mon opinion. Je ne vais pas vous convaincre maintenant. Concernant la place du christianisme, incontestablement, le christianisme a transformé le monde. Surtout après la Renaissance, parce que il y a eu le Moyen Âge auparavant, alors que c'était la religion de l'Empire romain. D'ailleurs, Edward Gibbon, l'historien britannique du XVIIIe siècle, disait que la chute de l'Empire romain était due au fait que Théodose avait fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire romain. Toujours est-il que je pense que le christianisme aujourd'hui, ça fait 200 ans que ça dure, et est en diminution. Le monde est en train de se déchristianiser. J'ai eu le privilège d'aller faire un tour dans le reste du monde. Je pense en particulier à la Chine ou même à l'Inde. Ce sont des États-civilisations, ce qu'est également quelque part la Russie. Bon, de toute façon, je pense que notre désaccord, il est celui-là. Israël se défend. Israël ne se défend pas. Si les États-Unis coupent le cordon, Israël s'effondre en quelques semaines. Aujourd'hui, ils ont des difficultés économiques tout à fait considérables. Ils sont devenus un bout d'Occident. Cette société a complètement évolué. Son armée, qui était particulière, extrêmement talentueuse, efficace, est en train de perdre cette efficacité, ou l'a déjà perdue parce qu'elle s'est américanisée. Non, je pense que la crise de l'Occident est profonde. Elle touche aussi Israël, en fait. Et qu'elle affecte Israël, et je crains fort que ce que vous souhaitez, y compris avec le dialogue religieux qui pourrait exister et permettre de régler le problème sans qu'Israël ne paye un prix trop élevé, je suis très pessimiste là-dessus. Sur le rôle de la France, le rôle de la France, alors on lui reproche beaucoup. La France a fait ce qu'elle devait. Elle a des responsabilités internationales. Elle a adhéré au statut de Rome. Et par conséquent, lorsqu'il y a une procédure, et on s'en est expliqué, Clémence, lorsqu'une procédure d'une juridiction qu'on a établie, qu'on finance, se lance dans une procédure, la moindre des choses est de soutenir cette procédure. On ne va pas commencer à dire celle-là je la soutiens, celle-là je la soutiens pas, parce que ça ne nous convient pas au plan politique. C'est comme j'entendais ce que disait Gérard Larcher en disant je n'admets pas qu'on mette en cause les dirigeants d'une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, ah bon, non, il a tué sa femme, mais comme il est gentil ou comme il a été élu, on ne va pas le juger. Si, la France fait ce qu'elle a à faire. Elle ne s'est pas prononcée sur le fond des accusations. Elle a dit, il y a une procédure, respectons. Alors là, vous avez dit juridiquement. Moi, je parlais aussi géostratégiquement et politiquement. Quel est
la place que doit prendre la France dans ce conflit, parce que ce conflit s'invite en France de toute façon, donc elle a à résoudre aussi son positionnement sur place. Moi, je serais gaulliste, un peu chiracien aussi. Bon, on avait des positions, y compris avec Jacques Chirac, qui étaient des bonnes positions. Et malheureusement, aujourd'hui, on est vassalisé par les États-Unis et on a des marges de manœuvre extrêmement faibles, même si on tire un peu notre épingle du jeu et on essaye de- d'avoir une position qui soit un peu plus réaliste. Hmm. Ma Antoine chère Assaf. Clémence, pour répondre à cette question, il faut voir la situation de la France. Aujourd'hui, elle hérite d'un empire qui l'inquiète, qui lui crée des problèmes, le sien, la preuve la Nouvelle-Calédonie. Mais quand on regarde rapidement ce qu'était son empire, c'était l'empire missionnaire. Et tous ceux qui ont lancé, depuis les croisades, depuis Saint-Louis, qui a créé une identité incroyable, qui a, par sa mort en première croisade qu'il a faite, il a révolutionné le Proche-Orient, 2 siècles où les chrétiens d'Orient, quand même, qui représentent quelque chose pour l'Europe, le christianisme, là où il est né, civilisation, autrement, on n'est plus rien. Bon, les athées peuvent aussi rêver tout seuls dans le vide, de ne pas avoir de terre sainte ou de terre foulée par leur Dieu. Et il a transformé. Et la deuxième, quand il est mort, sa deuxième à lui, mais qui est presque la 9e, en 1270 en Tunisie, il a signé presque la paix avec le Mustanser, qui le fascinait. Et son frère, le roi d'Anjou, est venu de ces îles. Ils ont ouvert tout le commerce de la Méditerranée par ces gestes. Pour vous dire que le roi chrétien, à l'époque, il pouvait proposer une paix et pour éviter le massacre et le génocide. Puis après, quand les guerres devenaient celles des barbaresques et les massacres en millions des êtres humains, quand la France était obligée d'aller s'attaquer à l'Algérie pour arrêter ces terroristes de l'époque, prendre Alger, et elle a conquis le sud après, puis elle a agrandi son empire. Des deux choses l'une, ou bien j'agrandis mon empire avec l'esprit missionnaire et ce que j'ai de plus beau dans mon royaume, c'est-à-dire la religion chrétienne, l'éducation. Il ne s'agit pas uniquement de réciter le catéchisme, mais il s'agit aussi de donner à cette humanité quelque chose autre qu'une religion qui voile les femmes, qui pousse à l'esclavage et qui se sacrifie comme ça. Il y a une religion qui adore la liberté, même celle de l'esprit athée. Et qui garde les autres, les manuscrits de Rome, au sac de Rome, puisqu'on a abordé cette histoire, eh ben, ils ont gardé tous les manuscrits païens de Cicéron, de Platon. Si on reporte cet esprit-là aujourd'hui. Et depuis la perte de cet esprit, justement, tu as saisi le carrefour, depuis Louis-Philippe, il n'a pas voulu que Monseigneur... que les évêques aillent là-bas justement et diffuser la vérité chrétienne. Bon, il était bien logé d'une façon autre que celle des rois et il a refusé cette mission. Elle s'est perdue. Et en se perdant, on se retrouve avec un empire laïque qui fait du bien dans la laïcité pour calmer le jeu religieux, mais de l'autre qui se vide de ses valeurs. Du coup, en France et au Liban et en Israël, la France est obligée de suivre la grande puissance américaine. Chirac, qu'on a cité et qu'on admire beaucoup au Liban, après son refus de l'invasion irakienne avec la guerre du Golfe, etc., après 2003 et le 11 septembre, Bush lui a fait comprendre que la France peut intervenir au Liban. Et il a demandé les 2 résolutions, les 1559, on désarme les milices, et la 1701, toutes les milices, jusqu'à vraiment le départ de l'armée syrienne du Liban. Il a beaucoup fait pour le Liban et il l'a payé cher par l'assassinat de Hariri. Et là, aujourd'hui, la France qui est intervenue contre l'Iran prouve qu'elle est dans la stratégie américaine parce que l'Occident, et là je réponds à M. de Castelnau sur la puissance d'Israël et sa dépendance des États-Unis, ni l'Amérique ni l'Occident ne peuvent s'offrir la destruction de l'État d'Israël, qui pour l'Amérique est sa 51e étoile et qui pour la France est une présence d'une certaine démocratie que l'extrême droite est en train de salir un peu. Si on arrive à donner à une majorité israélienne du centre, c'est le prochain gouvernement et celui du centre. Et même un centre-gauche, M. de Castelnau. Et il y aura un procès contre Netanyahou. Ça ne s'arrêtera pas là. La France pourra renaître par sa puissance spirituelle et diplomatique. Ouais, j'ai trouvé un point commun, finalement, enfin un point d'accord pour conclure. Et c'est moi qui vais conclure, je ne peux pas vous redonner la parole parce qu'on a déjà bien dépassé. C'est que finalement, vous dites la France a perdu son identité et donc est à la remorque des Américains. Et elle se doit donc par cette remorque de suivre ici le soutien à Israël tel qu'il est fait aujourd'hui.
aujourd'hui. On aurait pu avoir une voix différente si nous avions gardé notre histoire et nos valeurs. Clémence, Qu'on peut retrouver d'ailleurs. Ouais. L'identité et les valeurs. Et là-dessus, elles sont vous pas mortes. accordez avec Régis de Castelnau. Clémence, j'ai commencé, je me tourne vers Monsieur Assaf, j'ai commencé mon intervention en rappelant mon voyage au Liban Oui. de 1969. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'il y avait eu la guerre de 67, Une il y minute, avait eu Régis. les positions de De Gaulle, et dans toutes les boutiques du Liban, de Syrie, de Jordanie, d'Égypte, quand on rentrait ou dans les restaurants, il y avait le portrait de De Gaulle. Je me rappelle, le prestige des Français à ce moment-là, c'était extraordinaire. Ça reste un très grand souvenir. De toute façon, monsieur de Castelnau, je peux vous dire en fin de ce débat, j'ai apprécié les nuances de vos idées, j'ai débattu avec vous, mais vous ressemblez pas mal à nos patriarches maronites. Il suffit d'une croix sur votre polo noir et vous serez un bon chrétien parce que vous ne ressemblez pas à un laïcard acharné. Non, monsieur Assaf, moi, j'ai reçu une éducation une barbe chrétienne. bien taillée d'ailleurs. Vous parliez de Saint-Louis. Saint-Louis, Saint-Louis, à deux de mes ancêtres. Il a donné deux épines de la vraie couronne du Christ, mon cher, qui sont dans une petite chapelle de l'Aveyron. Et qui sortent tous les ans. Non, personnellement... Donc on peut espérer qu'on ira à la messe ensemble, M. Castelnau, après votre conversion. Non, mais... vous parlez à un maronite, moi je ne suis pas Louis-Philippe, moi je dis, il faut vous reconvertir, parce qu'en plus de votre pensée juridique, prenez la chrétienne, vous serez parfait. Mais non, attendez, la chrétienne m'a été enseignée, j'ai eu tous mes sacrements. C'est ce qu'il y a de mieux en vous. C'est ce qu'il y a de mieux en vous. Vous savez, le premier psaume de David, il dit « idiota ». Celui qui ne croit pas. C'est pas le mot idiot d'aujourd'hui. Il est dit égaré est celui qui ne croit pas en Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui disent qu'il est là. J'ai que des bons souvenirs de ma éducation religieuse, mais je ne crois pas. Alors il paraît que c'est une grâce. Donc le Dieu m'a oublié. Ça doit être ça. Bon, il vous faut quelqu'un comme moi qui vous agresse pour revenir. Voilà, on réglera cette question une autre fois, celle de la conversion ou pas de Régis de Castelnau. On en apprendra plus la prochaine fois. Trop tard. Merci. C'est trop tard. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce débat, ce qui était plus une conversation autour de ce qui se passe en Israël, et on a bien compris qu'il fallait remonter loin dans l'histoire. Merci beaucoup Régis de Castelnau. Je rappelle votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci à vous Antoine Joseph Assaf, auteur de Les racines de l'islam radical, l'histoire pensée géopolitique aux éditions Erol. Merci à tous les deux. Merci à vous tous chers amis. C'est la fin de cette émission qui a légèrement débordé. Nous allons devoir courir, vous dire au revoir et surtout n'oubliez pas les pouces. Bonne journée.